y a, dans les silences d'un artiste, des vérités que même les chansons n'osent pas avouer. Chez Charles Aznavour, ces vérités ne se lisaient ni dans ses refrains, ni dans ses interviews soigneusement maîtrisées, mais dans ses absences, ses noms jamais prononcés, ses regards qui se détournaient à peine une question devenait trop précise. Au fil des décennies, alors que sa silhouette devenait celle d'un monument de la chanson, une autre histoire se dessinait en creux. Une histoire faite de tensions, de rivalités étouffées, de blessures anciennes jamais totalement cicatrisées. 5 figures, 5 visages, 5 relations artistiques qui, loin de l'enrichir paisiblement, ont contribué à forger l'homme qu'il est devenu. Non pas par admiration, mais par opposition. Au départ, tout semblait pourtant appartenir au jeu normal d'un milieu exigeant. Des désaccords artistiques, des divergences d'ego, des visions incompatibles. Rien d'exceptionnel dans un univers où chaque note est une conquête. Mais chez Aznavour, ces frictions prenaient une dimension plus intime, presque viscérale. Elles touchaient à quelque chose de plus profond, la reconnaissance, la légitimité, et surtout, la dignité. Il y avait ce premier homme, figure influente, qu'il avait un jour regardé comme un intrus. Un jugement froid, presque humiliant, qui avait laissé une empreinte durable. Aznavour, encore en quête de lui-même, n'avait rien répondu. Pas par faiblesse, mais par lucidité. Il avait compris que certaines batailles ne se gagnent pas sur le moment, mais dans le temps. Pourtant, ce silence n'était pas de l'oubli. C'était une mémoire en attente. Puis vint cette femme, artiste reconnue, dont la collaboration avait rapidement viré à l'incompréhension. Entre eux, ce n'était pas simplement une question de style, c'était une lutte invisible pour le contrôle, pour l'âme même de la création. Elle voyait en lui un homme trop obstiné, lui voyait en elle une trahison de l'authenticité. Ils ne se sont jamais affrontés publiquement, mais derrière les coulisses, les regards étaient devenus des murs. Le troisième visage appartenait à un rival direct. Même génération, même terrain, mais une vision radicalement opposée de l'art. Là où Aznavour cherchait la vérité nue, presque douloureuse, l'autre privilégiait l'apparence, l'efficacité, le succès immédiat. Le public, lui, oscillait entre les deux. Et dans cette oscillation, une tension permanente s'installait. Une rivalité que les médias tentaient d'exploiter, mais qu'Aznavour refusait toujours de nourrir. Pas de scandale, pas de réponse, juste une distance glaciale. Le quatrième conflit, plus discret, presque invisible, était sans doute le plus profond. Il concernait un collaborateur proche, quelqu'un qui avait partagé ses débuts, ses doutes, ses ambitions. Et c'est précisément pour cela que la rupture fut plus violente. Non pas dans les mots, mais dans le silence qui a suivi. Une séparation sans explication publique, mais lourde de non-dits. Comme si la trahison, réelle ou ressentie, ne méritait même plus d'être racontée. Enfin, il y avait cette dernière figure, peut-être la plus complexe. Ni véritable ennemi, ni véritable allié. Une relation ambiguë, faite d'admiration contrariée et de méfiance constante. Entre eux, tout semblait possible, sauf la paix. Chaque rencontre était un équilibre fragile, chaque échange, un terrain miné. Et pourtant, aucun des deux ne rompait totalement. Comme si cette tension était devenue une forme étrange de nécessité. Ce qui frappe, ce n'est pas l'existence de ces conflits. C'est la manière dont Aznavour les a traversés. Il n'a jamais cherché à exposer, à humilier, à se venger. Dans un monde où la revanche publique est souvent une monnaie courante, lui a choisi une autre voie. Le silence, encore une fois. Mais un silence actif. Un silence qui transforme la douleur en œuvre, la colère en précision, le rejet en persévérance. Car au fond, ces 5 figures n'ont pas seulement été des obstacles. Elles ont été des miroirs, des révélateurs. Elles ont obligé Aznavour à se définir, à se durcir, à affirmer une identité artistique inébranlable. Sans elles, aurait-il été le même ? Aurait-il eu cette intensité, cette nécessité presque vitale de prouver encore et encore qu'il avait sa place ? Et c'est là que le paradoxe devient troublant. Ceux qu'il a le plus détestés sont peut-être aussi ceux qui l'ont le plus façonné. Mais alors, une question demeure, suspendue comme une note inachevée. Faut-il voir dans ces silences une forme de sagesse ou une vengeance plus subtile, celle qui consiste à réussir sans jamais répondre? Derrière l'image publique de Charles Aznavour, celle d'un homme frêle à la voix reconnaissable entre mille, se cachait une existence bien plus vaste que celle qu'apercevait le public sous les projecteurs. Car si le monde a retenu l'artiste, l'homme, lui, avait construit au fil du temps un univers intime, fait de patrimoine, de souvenirs et d'un attachement profond à ceux qui composaient son cercle le plus précieux, sa famille. Au fil de plus de 70 années de carrière, Aznavour n'a pas seulement accumulé des succès, il a bâti une fortune considérable, presque en contradiction avec l'image modeste qu'il cultivait.
Des centaines de chansons interprétées dans plusieurs langues, des tournées internationales ininterrompues, des droits d'auteur générés sur plusieurs continents, des apparitions au cinéma et des investissements soigneusement pensés avaient fini par constituer un héritage financier impressionnant. Dans les dernières années de sa vie, plusieurs estimations évoquaient un patrimoine de plusieurs dizaines de millions d'euros, fruit d'un travail acharné plus que d'un goût affiché pour le luxe. Contrairement à d'autres figures du spectacle de son époque, Charles Aznavour n'a jamais cherché à transformer sa richesse en démonstration. Il ne collectionnait ni les extravagances tapageuses, ni les symboles criards de réussite. Sa fortune se lisait ailleurs, dans des propriétés choisies avec discrétion, dans des résidences où il pouvait retrouver un calme que la célébrité lui refusait souvent. Sa maison en Suisse, sur les hauteurs paisibles du canton de Vaud, était sans doute l'un des lieux les plus révélateurs de sa personnalité. Ce n'était pas simplement une demeure élégante, c'était un refuge. Là-bas, loin de l'agitation parisienne et des sollicitations permanentes, il retrouvait un espace où il pouvait encore être Charles, et non Aznavour. Les visiteurs parlaient d'un intérieur raffiné sans ostentation, rempli de livres, de partitions, de tableaux, et surtout de cette atmosphère rare propre aux maisons habitées par la mémoire. Chaque pièce semblait raconter une partie de sa vie. Un piano dans un salon baigné de lumière, des photographies de famille posées discrètement sur des meubles anciens, des lettres encadrées venues du monde entier. Rien n'était exposé pour impressionner. Tout semblait être là pour rappeler le chemin parcouru. Mais plus encore que ces biens matériels, ce qui donnait un sens à cette réussite, c'était la place centrale qu'occupait sa famille. Charles Aznavour a eu plusieurs enfants au cours de sa vie, issus de différentes unions, et malgré les exigences parfois dévorantes de sa carrière, ceux qui l'ont connu décrivent un homme profondément attaché à ses proches. Avec sa dernière épouse, Ulla Torcel, il avait trouvé une stabilité que beaucoup pensaient impossible pour un homme ayant vécu autant de tempêtes intérieures. Leur relation, discrète mais solide, a duré des décennies, traversant les années sans jamais devenir un spectacle médiatique. Ulla n'était pas seulement la femme qui partageait sa vie, elle était devenue son équilibre. Là où le monde voyait un monument de la chanson, elle voyait l'homme derrière la légende, avec ses doutes, ses fatigues et ses blessures invisibles. Ceux qui les observaient ensemble parlaient d'une complicité silencieuse, presque rare dans un univers où les unions se consument souvent sous les projecteurs. Leur foyer n'était pas construit autour du prestige, mais autour d'un besoin simple: préserver un espace de vérité dans une vie dominée par la représentation. Ces enfants occupaient eux aussi une place essentielle dans cette architecture familiale. Même si les liens ont parfois connu des zones de distance, inévitables dans la vie d'un artiste perpétuellement en mouvement, Aznavour semblait avoir conscience que le véritable héritage ne se mesurait pas uniquement en biens, mais en transmission. Il parlait souvent de l'importance de laisser derrière soi autre chose que des chansons, une mémoire, des valeurs, une histoire familiale capable de survivre aux noms célèbres. Et cette question de l'héritage prenait chez lui une dimension presque philosophique. Car Charles Aznavour savait que la richesse matérielle peut protéger, mais qu'elle ne console pas. Il savait qu'une fortune, aussi vaste soit-elle, ne remplace ni le temps perdu, ni les silences accumulés au fil des années. Peut-être est-ce pour cela qu'il paraissait de plus en plus soucieux, en vieillissant, de transmettre non seulement ce qu'il possédait, mais ce qu'il avait compris. L'homme qui avait chanté les blessures humaines avec tant de précision semblait avoir compris, tardivement peut-être, que la vraie richesse n'était pas celle que l'on enferme dans des murs ou sur des comptes, mais celle que l'on laisse dans le cœur des siens. Ses proches ont souvent raconté qu'au-delà du chanteur mondialement connu, il restait un patriarche attentif, parfois exigeant, parfois distant, mais profondément présent à sa manière. Il pouvait se montrer réservé, presque secret, puis soudain devenir chaleureux lorsqu'il évoquait ses enfants ou ses petits-enfants. Chez lui, la tendresse ne passait pas toujours par les mots, elle passait par la fidélité. Même dans ces dernières années, alors que sa santé déclinait, Aznavour continuait de penser à l'après. Non pas à sa propre disparition, qu'il semblait refuser de regarder en face, mais à ce qu'il laisserait derrière lui. Son œuvre, bien sûr, ses maisons, ses droits, ses archives, mais surtout cette image d'un homme qui avait bâti sa vie à partir de presque rien. Un fils d'immigré devenu l'une des plus grandes voix francophones du siècle. Un homme longtemps jugé trop petit, trop fragile, trop différent. Et qui avait pourtant fini par posséder ce que beaucoup cherchaient sans jamais l'atteindre, la liberté de choisir sa propre trace. Aujourd'hui encore, lorsque l'on évoque Charles Aznavour, on parle souvent de ses chansons. Plus rarement de son patrimoine. Encore plus rarement de son intimité. Pourtant, derrière l'immense artiste se trouvait un homme qui avait compris une vérité troublante. On peut passer sa vie à conquérir le monde et découvrir à la fin que ce que l'on voulait vraiment protéger, c'était simplement sa famille. Et peut-être que la question la plus troublante reste celle-ci. Parmi tout ce qu'il a laissé derrière lui, qu'est-ce qui avait réellement le plus de valeur pour lui?
Sa fortune ou ceux pour qui il l'avait bâtie?